Des obstacles demeurent pour les pays des Balkans occidentaux candidats depuis de longues années à l'Union européenne. Ils ont exprimé leur amertume lors d'un sommet à Bruxelles. L'Allemagne passe en niveau d'alerte face à la baisse drastique des livraisons de gaz russe. Berlin dénonce une attaque économique de la part de Moscou. Des opérations de sauvetage laborieuses dans le sud-est de l'Afghanistan après le puissant séisme qui a fait plus d'1 millier de morts et détruit de nombreuses habitations. Alors que l'Union européenne s'apprête à accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion, les dirigeants des pays des Balkans occidentaux étaient reçus ce jeudi à Bruxelles pour faire le point sur leur propre processus d'adhésion. Un chemin particulièrement long et semé d'embûches. La Macédoine du Nord en sait quelque chose. Candidate depuis 17 ans, elle se heurte toujours au veto de son voisin la Bulgarie, qui bloque également les négociations avec l'Albanie. Amer, le Premier ministre macédonien dénonce la passivité des États membres. C'est un problème grave et un coup dur pour l'Union européenne. Nous perdons un temps précieux. Je le dis, la Macédoine du Nord, la République d'Albanie et aussi la région, nous ne pouvons pas rester bloqués parce qu'un seul pays ne parvient pas à nous ouvrir la voie européenne. Nous ne devons pas permettre que des questions bilatérales deviennent un problème multilatéral. Une amertume partagée par le Premier ministre albanais Edi Rama, qui estime que l'Union européenne a perdu l'opportunité de contribuer à la stabilité du sud-est de l'Europe. En raison de l'agression russe de l'Ukraine, la Bulgarie reçoit une aide très généreuse de l'OTAN pour déstabiliser un autre pays de l'Alliance Atlantique, la Macédoine du Nord. Outre l'Albanie, candidate à l'adhésion depuis 2014, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo attendent depuis de longues années dans l'antichambre de l'Union européenne, où la poursuite de l'élargissement est loin de faire l'unanimité. Nous sommes dans une crise du gaz. Le gaz est désormais une ressource rare. Déclaration du ministre allemand de l'économie. Face à la baisse drastique des livraisons russes, le gouvernement a activé le niveau d'alerte, deuxième phase d'un plan d'urgence qui en compte 3. Dans ce cadre, les autorités pourront soutenir les acteurs du marché pour sécuriser les approvisionnements et faire face aux prix élevés. Nous sommes dans une confrontation économique avec la Russie. Le gaz, l'énergie sont utilisés comme une arme contre l'Allemagne. De mon point de vue, il s'agit de détruire ce qui a distingué notre pays au cours des dernières semaines et des derniers mois, et ce qui a distingué l'Europe, à savoir une grande unité, une grande solidarité avec l'Ukraine et une volonté majeure de payer un prix élevé pour la défense de la liberté. Depuis la semaine dernière, les livraisons via le gazoduc Nord Stream ont baissé de 60%. Si Berlin dénonce une décision politique, Gazprom avance des problèmes de maintenance. Le gouvernement allemand multiplie les appels pour économiser la ressource. Un recours accru au charbon a déjà été annoncé. Alors que les troupes russes continuent leur progression dans l'est de l'Ukraine, des volontaires se pressent pour évacuer les habitants du Donbass. Ceux qui ont survécu aux incessants bombardements de l'armée du Kremlin et qui ont besoin d'aide pour partir. Les personnes âgées et handicapées notamment. Mettre les gens en sécurité est notre priorité. Nous essayons de tout faire de manière précise et rapide. Leur sécurité est vraiment notre priorité numéro 1. Pour Serré et ses collègues, venir au secours de la population est un devoir et même une fierté, celle de pouvoir être la bouée de sauvetage de ces Ukrainiens usés qui, en plus de vivre la guerre, sont déchirés au moment de quitter leur maison. Nous partons à cause des bombardements. Le toit de notre maison est détruit, les fenêtres sont cassées. Nous ne sommes plus que 2, je n'ai même pas verrouillé la porte. Elle ne se ferme plus. Un train emmène ensuite les personnes évacuées loin des réalités de la guerre vers une sécurité qui reste néanmoins bien incertaine. Cet alignement de tombes dans la province de Paktika illustre l'ampleur du séisme qui a frappé cette région du sud-est de l'Afghanistan. Un bilan toujours approximatif fait état d'1 millier de morts et de 1500 blessés. Cette catastrophe s'ajoute à une situation économique déjà dramatique dans l'Afghanistan des talibans, où des millions de personnes souffrent de la famine.
Les ONG peinent à répondre à l'urgence. Nous pouvons leur fournir une aide vitale qui les aidera à court terme. Ce que nous ne voulons pas voir dans 20 ans, ce sont des personnes déplacées vivant dans des camps de fortune. De nombreuses victimes du séisme ont été ensevelies sous leurs maisons qui n'ont pas résisté aux puissantes secousses, évaluées à 5,9 sur l'échelle de Richter. Il y a 4 martyrs dans ma famille. Je les ai enterrés aujourd'hui et 12 personnes de la famille sont blessées. Je suis tellement impuissante. Je n'ai pas d'argent. Les opérations de sauvetage sont ralenties par le manque de moyens et les difficiles conditions d'accès aux sinistrés dans cette région montagneuse. L'ONU a annoncé l'envoi d'équipes de secours et d'aide humanitaire. Des vacances qui tournent au cauchemar. Une touriste américaine a subi des complications de sa grossesse à Malte. Une situation aggravée par les médecins maltais qui refusent de la faire avorter alors même que l'enfant n'a aucune chance de survie et que la vie de la mère est en jeu. Malte est le seul pays européen qui interdit totalement l'avortement. Une femme qui avorte là-bas risque jusqu'à 3 ans de prison. La colère gronde toujours en Équateur. Le pays entre dans son 10e jour de protestation. La Confédération des nationalités indigènes appelle les Équatoriens à s'opposer à la flambée des prix et exige des aides du gouvernement. L'état d'urgence a été décrété dans 6 des 24 provinces. Les affrontements entre la police et les manifestants ont fait 2 morts et des dizaines de blessés. Le juge a tranché. Il y aura bien un procès pour les soignants de Diego Maradona. La légende argentine du football est décédée le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque dont les causes restent mystérieuses. 8 professionnels de santé seront jugés pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Dépendance à l'alcool, problèmes rénaux, le footballeur souffrait de plusieurs pathologies. Pour ses 50 ans, le footballeur phare de l'équipe de France, Zinedine Zidane, s'est livré sur sa vision de l'avenir. Zizou rêve d'un jour se rasseoir sur les bancs des Bleus, avec lesquels il avait remporté le titre de champion du monde en 98. Cette fois-ci, en tant qu'entraîneur. Le joueur qui a grandi à Marseille n'exclut pas non plus une place au PSG, même si ni l'un ni l'autre ne sont pour le moment dans les cartons. Dans l'archipel norvégien du Svalbard, également appelé Spitsberg, le village de Barentsburg témoigne de décennies de présence soviétique, puis russe. Durant la guerre froide, de nombreux citoyens soviétiques travaillaient dans l'extraction de houille et de charbon de l'archipel. Aujourd'hui, l'activité minière perdure et les traces de l'URSS y demeurent bien visibles. Est-ce que nous sommes en Russie? Non, je ne crois pas. Nous sommes bien en Norvège, dans le Spitsberg. Vous voyez derrière moi une installation soviétique, aujourd'hui russe, en Norvège. Des gens de nombreuses nationalités vivent ici. Des Ukrainiens, des Russes, des Ouzbeks, des Kazakhs vivent à Barentsburg. Dans l'archipel situé à seulement 1 millier de kilomètres du pôle Nord, la guerre en Ukraine a ici aussi fait irruption dans les esprits. Mais ces 3000 habitants y cultivent une tradition de cohabitation pacifique. 2 ou 3 semaines après le début de la guerre, le manager général de la compagnie minière, Arti Kugol, a annoncé lors d'une réunion que nous devions dorénavant éviter de parler entre nous de la guerre, qu'il fallait éviter les conflits. À quelques kilomètres de là, le chef-lieu de Longyearbyen, essentiellement peuplé de Norvégiens, rappelle que l'archipel est bien sous souveraineté d'Oslo, membre de l'OTAN. Les habitants se montrent inquiets des tensions entre occidentaux et russes. Nous sommes au courant des guerres qui se déroulent dans le monde. Et soudainement, cela arrive près de chez nous. Et nous savons que l'agresseur garde un œil attentif à ses intérêts dans l'Arctique. Il est donc naturel que les gens s'interrogent. Serons-nous affectés et comment le serons-nous? L'archipel, grand comme 2 fois la Belgique, est régi par un des plus anciens traités internationaux encore en vigueur. Une bizarrerie juridique bancale, interprétée très différemment par la Norvège, la Russie et l'Union européenne. Des puissances qui lorgnent sur les richesses halieutiques et minérales de cet archipel, porte d'entrée stratégique vers l'Arctique.